Donc voilà, je vais laisser la parole pour commencer à Mademoiselle Crespi. Ok. Parfait, bonsoir à tous. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs du Cercle du Libre Examen d'avoir pris cette très bonne initiative. J'avais entendu parler du film, j'avais envie de le voir depuis un moment, donc voilà, je suis très contente, c'est chose faite. Alors dans le cadre du débat et de la discussion de ce soir, je vais me faire un petit peu l'avocat, non pas du diable, mais de l'Union européenne, ce qui n'est pas forcément à mon habitude dans mes travaux, mais étant donné que le film prend de manière tout à fait explicite un point de vue très critique sur le policy making dans l'Union européenne, je vais essayer de donner quelques éléments pour faire le contrepoint. Alors mon intervention va s'articuler autour de deux questions rhétoriques, bien entendu. Premièrement, est-ce que ce qu'on voit dans le film est surprenant? Et deuxièmement, est-ce que le film reflète la réalité du système politique européen? Alors premièrement, est-ce que tout ça est surprenant? Alors évidemment, il y a pas mal de mises en scène dramatiques dans le film, avec la musique, les plans, comme vous avez pu constater, qui tient évidemment à l'exercice. On n'est pas dans un exercice académique, même si le film est basé sur des recherches tout à fait sérieuses et sur une thèse de doctorat, ça n'est pas la question. Mais donc, cette mise en scène dramatique laisse entendre implicitement que le film nous livrerait des révélations tout à fait de pratiques, de choses tout à fait scandaleuses. Je voudrais commencer par dire que, en tout cas, d'un point de vue académique, mais évidemment le grand mérite du film, c'est d'apporter ces éléments à un public beaucoup plus large. D'un point de vue académique, cependant, après la vision du film, bon, il n'y a rien de véritablement nouveau qui apparaît. Il y a un élément qui est assez précis, qui est mentionné à un moment donné, à savoir que 80% environ de la législation dans les différents États membres de l'Union européenne, je crois que c'est vous qui mentionnez cet élément, provient en réalité de l'Union européenne. Bon, ça, je ne sais pas si c'était... Est-ce que c'était une surprise, en fait, pour certains d'entre vous? Ou est-ce que... qui est-ce qui avait déjà entendu parler de ce chiffre? Voilà, bon, pas mal de monde, donc c'est vrai que c'est une idée qu'on entend souvent et qui, je pense, est passée 10%, mais il y a tous ceux qui n'ont pas osé lever la main, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même relativement bien su. De même, le rôle, et c'est tout à fait intéressant, on voit à travers le recul historique du film, le rôle des grands industriels dans la création, la fondation du marché commun. De nouveau, ce sont des choses qui ont été analysées, qui ont été amenées par la littérature académique depuis assez longtemps déjà, et donc qui ne sont pas véritablement nouvelles. Alors, est-ce que le film apporte des éléments surprenants au sens où ce rôle des lobbies auprès des institutions européennes ferait de l'Union une entité tout à fait unique, un système politique tout à fait unique? Je crois qu'à ce jour, il n'y a rien qui prouve véritablement que le pouvoir des lobbies soit plus important auprès de l'Union européenne que dans d'autres systèmes politiques. Donc on voit qu'il y a des parallèles qui sont faits avec les États-Unis, avec ce qui se passe à Washington, et c'est vrai que si on adopte une perspective, un modèle de démocratie pluraliste, tel qu'on la connaît aux États-Unis, eh bien ce rôle, cette mobilisation des groupes d'intérêt auprès des institutions politiques est quelque chose qui est impliqué, admis dans le modèle de pluraliste de démocratie. Donc ensuite, on peut évidemment discuter si c'est ce modèle-là que l'on veut pour l'Europe. Je voudrais également ajouter, ou plutôt poser la question, est-ce que finalement c'est aussi très différent au niveau national? Les modèles, par exemple corporatistes qu'on connaît en Europe continentale, je pense qu'on peut également voir que l'influence du patronat sur les parlements nationaux, sur les différents projets
qui peuvent être votés est également très important. Au-delà de l'influence des patronats, également l'influence de différentes corporations comme les médecins, les agriculteurs, etc. De même, les pratiques clientélistes qui frôlent parfois la corruption, les législateurs, etc. Il y a fort à supposer que ces pratiques-là sont tout aussi répandues, voire beaucoup plus répandues au niveau local où les réseaux de clientélisme sont développés. Donc je dirais qu'à cet égard, comme souvent, on va chercher un petit peu dans l'œil de l'Europe la paille pour éviter de voir la poutre qui existe dans celui des démocraties nationales. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, je vais m'étendre un tout petit peu plus là-dessus, est-ce que le film reflète réellement la réalité du système politique européen? Alors, je crois que le film a vraiment l'honnêteté d'avoir un parti pris clair et explicite, vu qu'il se focalise sur le rôle des groupes d'intérêt privés, donc sur les pratiques, vraiment ce qu'on entend derrière le terme qui a une connotation négative, comme vous le soulignez aussi dans le film, un peu le dirty work, lobbying. Alors, au début du film, il y a, je trouve, une image avec ces plans sur le rond-point Schuman, un propos qui donne une image trompeuse, en fait, qui voudrait que Bruxelles soit véritablement l'épicentre de la politique en Europe, soit un centre très puissant de pouvoir. Je pense qu'il faut relativiser cela. L'Union européenne est sans aucun doute le système politique le plus décentralisé qu'on puisse imaginer, où le pouvoir est le plus éparpillé. Il faut bien savoir que la Commission européenne, c'est seulement environ 6 000 fonctionnaires pour tout un continent, c'est beaucoup moins que la plupart des administrations locales ou municipales auxquelles on pourrait penser. Et puis l'Union européenne, c'est un système politique qui est fondamentalement polycentrique, c'est-à-dire, comme je le disais, le pouvoir est totalement éparpillé. Donc, au-delà de ce qu'on appelle le triangle institutionnel de l'Union européenne, Commission, Parlement et Conseil, il y a toute une série d'autres acteurs, d'autres institutions, la Banque centrale européenne, des agences de régulation et évidemment les gouvernements nationaux. En réalité, rien ne peut se faire sans eux et on voit qu'il y a toute une série de résistances à l'européanisation de certaines politiques. Et il y a aussi des déficits dans la mise en œuvre de nombreuses politiques européennes sur le terrain. Donc je pense qu'il faut quand même se départir de l'idée que le rond-point Schuman serait le centre de tout. En réalité, le rond-point Schuman ne détient qu'une petite parcelle du pouvoir politique dans l'Union européenne, qui est un système très complexe. Et je pense qu'on voit actuellement que la manière dont la crise de l'euro est gérée montre bien que ce n'est pas nécessairement au rond-point Schuman que se prennent les décisions les plus importantes, les décisions cruciales qui vont réorienter l'avenir de l'Union européenne. Alors je disais que le film donc, se focalise sur les groupes d'intérêt privés. Parmi les à peu près, je crois, 5000 groupes d'intérêt qu'on peut trouver à Bruxelles, il faut évidemment souligner qu'il y a aussi toute une série d'organisations, de plateformes qui représentent, qui sont des groupes d'intérêt publics, qui représentent des intérêts citoyens. Et au cours des 10-20 dernières années, il y a eu à cet égard, je dirais, un phénomène également de rattrapage qui a été voulu notamment par les institutions européennes elles-mêmes, puisqu'il faut savoir que l'Union européenne et la Commission financent, puisqu'on parlait également des ressources financières des différents groupes d'intérêt, l'Union finance, la Commission finance directement certains groupes d'intérêt en matière d'égalité hommes-femmes, en matière de défense de l'environnement, par exemple. Le film se concentre également beaucoup sur la Commission européenne, qui est connue pour être particulièrement proche, en tout cas pour être l'institution la plus proche des grandes entreprises.
le Parlement européen, quant à lui, qui a vu ses prérogatives étendues, élargies au fil des réformes institutionnelles, au fil des traités européens successifs. Le Parlement, lui, s'est montré traditionnellement beaucoup plus ouvert aux groupes d'intérêt public, aux groupes citoyens, et également plus favorable aux politiques de régulation. Alors, en ce qui me concerne, je ne suis pas spécialiste du lobbying européen, mais mes recherches ont porté au contraire, on a mentionné gentiment donc mon livre, mes recherches portaient au contraire sur la mobilisation des syndicats, des intermondialistes ou de différentes ONG sur des dossiers particuliers contre certaines politiques. Et finalement, on peut voir que lorsque les intérêts citoyens se mobilisent, la contestation est possible et l'influence de ces groupes d'intérêts citoyens est elle-même possible, l'influence directe sur la législation européenne. Alors, le film mentionne l'AMI, l'accord multilatéral d'investissement, où on voit que justement cette contestation a pu faire face au pouvoir des lobbies financiers. Il y a eu d'autres cas, donc effectivement la directive Bolkestein qui portait sur la libéralisation des services, des marchés des services dans l'Union européenne, où là on a vu aussi des mobilisations sans précédent des syndicats contre les dangers de dumping social et salarial qu'entraînait la première mouture, la première version de ce texte présenté, proposé par la Commission européenne en 2004, et suite à 2 ans de mobilisation, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen, avec des euro-manifestations, etc., le texte a été amendé de manière assez substantielle par le Parlement européen. On peut aussi penser plus récemment à un autre exemple qui est la mobilisation contre le traité ACTA, autre traité international, ACTA qui portait sur le piratage et la contrefaçon et qui, selon pas mal d'organisations citoyennes, notamment les organisations actives sur les questions relatives au web, entraînait des dangers de criminalisation de certaines pratiques courantes de partage de fichiers digitaux, etc. Et au final, le Parlement européen a rejeté le traité ACTA qui ne sera donc pas signé par l'Union européenne. Donc, je dirais que par définition, certainement parce qu'ils sont élus, évidemment, les députés européens sont plus sensibles aux mobilisations de l'opinion et aux groupes d'intérêt public. Et donc, ça m'amène à un tout dernier point. Le film souligne de manière ponctuelle, au moins à 2 reprises, je crois, un élément très intéressant qui est le manque d'intérêt finalement des médias pour les travaux, les efforts du Corporate Europe Observatory, le livre qu'ils ont sorti, etc., où les personnes interviewées disent finalement il y a eu peu d'écho, et c'est ça qui est dommage. Et c'est vrai que c'est un peu le cœur du problème. Tant que personne ne parle d'Europe, tant que personne ne parle de ce qui se passe au niveau européen, la mainmise discrète des groupes d'intérêt privés sur la législation à Bruxelles est bien entendu plus facile. Lorsqu'au contraire on a des mobilisations publiques qui sont relayées par les médias, qui ont un écho dans la presse nationale, l'influence sur les institutions européennes devient possible. Donc la démocratie européenne n'existe pas dans le vide, elle doit nécessairement se nourrir de la démocratie nationale. Voilà. Alors, je vais maintenant passer la parole à Mathieu Lucas, et au réalisateur du film. Je pense. Moi, j'en veux 2. Franchement, j'étais étudiant ici il y a 10 ans, je reviens, et je fais pas mal de débats autour du film. Je sens là qu'on est à l'université. Donc, franchement, c'est un sens positif, donc on arrive, c'est assez intéressant de venir avec cette critique que j'ai entendue nulle part, mais qui est dans un sens est fondée. Mais là, je vais prendre un petit temps de parole pour
donner mon point de vue un peu sur le film, hein, pourquoi je l'ai fait, etc. Et puis aussi quelques éléments de réponse, pas à tous les points, mais à certains points. Donc en gros, ouais, j'étais ici, moi, il y a 10 ans, puis j'ai fait mon petit parcours, et je me suis toujours intéressé à une chose, en fait. C'est que quand vous ouvrez le journal chaque jour, quand vous ouvrez, vous allez toujours tomber sur une partie du journal qui va vous expliquer que le rôle des acteurs privés dans la vie politique de la Belgique, de l'Europe, du monde, etc., elle devient de plus en plus grande. Avant, on parlait qu'en termes d'État. Aujourd'hui, ouvrez le journal, vous allez comprendre que ces acteurs privés, ils sont vraiment de plus en plus présents. Et il y a une raison pour ça. C'est que depuis 30 ans, on parle de mondialisation. Et cette mondialisation, il faut se dire que la démocratie, elle est restée quasiment locale, nationale, un peu européenne, etc. Mais le gros, franchement, ce qu'il faut se dire, c'est que ces acteurs privés, ils sont devenus mondiaux. Et donc, automatiquement, vu que la démocratie, nous vendons la démocratie, on va exporter notre belle démocratie dans plein d'autres pays. On est prêt à faire la guerre pour ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, et notre démocratie à nous, la base, elle fonctionne, mais il y a aussi des choses qui ne fonctionnent pas. Et moi, c'est ça, personnellement, qui m'intéresse. Et quand je vois qu'il y a des acteurs privés, je dis, c'est très bien, ce film n'est pas contre le lobbying. Ça, je veux vraiment le préciser. Le lobbying existera toujours, parce que là où il y a des pouvoirs politiques, que ce soit chez un dictateur ou dans une démocratie, soyez sûr qu'il y aura des acteurs privés qui vont rôder autour de ceux qui ont le pouvoir. Et donc moi, je ne dis pas, ils vont connaître Fritz Moser, qu'il faut aller contre ça. Ça existe. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'il faut le réguler. Ça c'est clair. Aujourd'hui, à Bruxelles, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a très très peu de règles. Et depuis très peu longtemps. Et ça, pour moi, quand on voit que cette mondialisation, ça fait 30 ans qu'on nous en parle, il y a un problème. Et donc ce film, en effet, ne répond pas à toutes les questions, mais ce film met un doigt, boum, sur un problème, qui est, les gars, on nous bassine les oreilles avec le Parlement européen, la Commission, le Conseil, on nous parle des États membres, c'est vrai, mais ces lobbyistes, ils sont là. En 1985, ils étaient 1000, aujourd'hui ils sont 15 000, les budgets ont explosé, les stratégies se sont vraiment développées, et notre démocratie là-dedans, rien n'a changé? J'y crois pas. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce film. Alors ce film, en effet, ne donne pas tous les détails. On est à l'université. Vous êtes mieux placé que moi pour savoir qu'il y a des livres qui vont vous donner du gros détail. Par contre, ce film, évidemment, il sert à se dire, bon, nous, ok, dans cette démocratie qui change, qu'est-ce qu'on veut faire? Et là, j'ouvre une parenthèse très courte. Mais on vient d'avoir le financement il y a 2 semaines pour un projet qui est fait la suite de ce film. Et la suite de ce film, c'est un projet en ligne. Donc aujourd'hui, vous avez regardé un film de manière passive. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que demain, tous les citoyens d'Europe, en tout cas ceux qui ont accès à Internet, puissent aller en ligne et rentrer en contact avec les parlementaires et devenir quasiment eux-mêmes lobbyistes. Parce que si on se dit que nous, voter tous les 4 ou 5 ans, ça va changer quelque chose, pour moi, je pense vraiment que le gros problème aujourd'hui, c'est une démocratie représentative. Et si on arrive à augmenter vers une démocratie beaucoup plus directe, avec les moyens du bord, technologie, etc., on peut, à mon avis, augmenter beaucoup plus le niveau de satisfaction des citoyens européens. Et c'est quand même marrant, ce matin, j'ouvre le New York Times, qu'est-ce que je vois? Un gros article qui dit « Les citoyens européens sont vraiment mésatisfaits du Parlement ». Et donc ça, c'est quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? Est-ce qu'on va commencer à continuer à dire « Tout va bien, les gars? Tout va bien ?» Non, non. Check the figures. Les Européens, ils en ont marre. Et donc nous, c'est un peu ça qu'on a voulu dire. Le lobbying n'est pas le seul problème, bien entendu. Ça, c'est clair. Mais le lobbying est un des problèmes qui diminue énormément la confiance des citoyens dans le système démocratique. Voilà. Alors, un truc que je trouve intéressant de souligner ici à l'université, c'est que, en tout cas qui moi, m'a énormément choqué et on va dire dérangé quand j'étais étudiant en sciences politiques, c'est que quand vous ouvrez, donc je parlais des journaux, etc., où on voit que les acteurs privés ont pris un pouvoir impressionnant, en tout cas c'est mon point de vue, quand on ouvre les livres de sciences politiques, qu'est-ce qu'on voit? En tout cas sur les questions européennes, les 2 grands courants, c'est quoi? C'est les intergouvernementalistes et c'est les néo-fonctionnalistes. C'est eux qui dominent le bazar. C'est soit qu'on va dire, bou, 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 ce sont les États membres qui
qui franchement contrôle tout, ou alors d'autres qui vont dire non, non, c'est la commission, c'est la commission. Alors évidemment, il y a plein d'autres théories qui tournent autour de ça, mais le gros du débat en sciences politiques, il est vraiment autour de ça. Et alors, les acteurs privés, ils sont où? On a des théories qui viennent, qui commencent depuis une dizaine d'années à arriver, mais moi je vous parle des théories dominantes. C'est qu'on ait un groupe de chercheurs qui soient 100 ou 200 et qui me disent oui, attention, c'est intéressant, mais tant que ce n'est pas une théorie dominante, voilà, c'est pas vraiment ça qui sert. Et ça, je pense que si vous êtes en Sciences Po, et quand vous lisez un peu tout ce qui est de news autour de vous, posez-vous toujours la question. Ok, intéressant. Il y a les États membres, il y a la Commission, mais à côté, il y a des acteurs privés. Et si on n'en parle pas, j'aimerais bien savoir, moi, qu'est-ce qui se passe derrière. Je pense que ça c'est ce que j'aimerais, après ce film, que les citoyens se posent toujours comme question. En tout cas, c'est un des objectifs du film. Un autre point, et je crois que je vais pas aller peut-être quand même pour répondre à un autre point encore après, mais il y a une note qui est fort intéressante, c'est qu'à un moment donné, on parle de la régulation du lobbying à Bruxelles, hein, qui a commencé, qui a été initié par sans doute beaucoup de personnes, mais le commissaire Kallas, qu'on montre dans le film, a joué un rôle assez important. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, et on n'a pas eu sur caméra quand il nous a dit ça, mais lui, à un moment donné, il nous a dit que son origine a joué énormément dans tout le mécanisme qu'il a voulu mettre en place. Et en fait, lui, il vient d'Estonie. Et donc, après la chute du mur de Berlin, les pays européens sont arrivés là-bas, ils ont fait « Bon, les gars, c'est bon, mais maintenant, il va falloir restructurer, blablabla. » Mais ils appelaient une des grandes transformations, c'était la glasnost, la transparence. Il faut vraiment que votre système devienne transparent, les gars. Nous, le gros système soviétique, il y avait évidemment plein de problèmes, mais il y avait aussi ce problème de transparence. Et donc lui, il dit, bon, on a travaillé dans notre pays, lui était quand même de haut niveau, ministre de je sais pas quoi, ben, ils ont travaillé dans ce sens-là. Et quand lui, il monte en 2004 et qu'il devient commissaire, il arrive à Bruxelles, il se fait, mais c'est une blague. Alors évidemment, on peut se dire, oh, mais c'est une blague aussi à Paris, c'est aussi une blague à Londres. Je pense que la transparence là-bas, qu'à Londres, elle est c'est quand même un peu plus transparent. La plupart des pays européens, en effet, ça doit être pire qu'à Bruxelles. Et ça, c'est clair. Bon, dans un film, on ne peut pas tout faire non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce gars est venu, et lui, il a fait « Waouh, c'est quoi ici, les gars ?» Moi, ça fait 20 ans que dans mon petit pays, Estonie, le vieux pays communiste, que tout le monde regardait du stylo, tout d'un coup, ces gars sont bien plus en avant que Bruxelles. Et ça, c'est à mon avis une leçon qu'on doit apprendre, parce que finalement, sans doute que les pays qui l'ont bloqué dans son travail, c'était des gros pays. À l'époque, il y avait Verheugen qui était du côté allemand. Verheugen, je pense clairement qu'il n'a pas dû se gêner pour lui dire « Oh, tu restes calme, c'est pas toi qui vas prendre toutes les décisions. » Alors, dernier point que je vais signaler, c'est qu'en effet, dans ce film, il y a une grosse musique, c'est parfois même tirant en longueur. Hein, moi, quand je regarde ce film, parfois, je suis un peu relou. C'est mon premier film, donc en effet, je pense qu'il y a clairement des erreurs, et je suis prêt à le reconnaître. Maintenant, de là à entendre qu'il n'y a rien de nouveau, ben là, franchement, je dis, oh, oui, non, professeur d'université en Sciences Po. Pour vous, il n'y a rien de nouveau. Mais moi, je n'ai pas fait ce film pour les gens de l'université. J'ai fait ce film pour un débat démocratique, beaucoup plus large. Et quand je parle avec les gens, ils savent qu'il y a du lobbying. Mais ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Et c'est ça que je dis. Tant que nous, on ne montrera pas ce qu'il y a derrière, je pense vraiment que les citoyens ils vont continuer à se dire, si on me cache des choses, il y a un truc qui ne va pas. Et donc la confiance, je le répète, la confiance ne grandira pas. Et alors dans ce film quand même, on montre bien les collusions entre Delors et l'EFT. Ouvrez tous les livres, comment je les faire, une quinzaine de livres à l'époque sur Delors, jamais une seule mention de l'EFT. Ça quand même, je trouve ça dingue que des professeurs en sciences politiques, etc., n'ont pas vu un truc qui, aujourd'hui, dans ces petites théories qui ne sont pas dominantes, on dit quand même, regardez les gars, en tout cas, c'est peut-être pas passé exactement comme ça, mais l'EFT a eu un rôle vraiment important. Et Delors, moi je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il le cache. Ouais, et donc, moi je dirais de nouveau, c'est ça, pourquoi est-ce que nos représentants ne nous disent pas ouvertement qu'ils ont des relations avec un secteur privé qui, dans un sens, peut être utile. Moi je ne dis pas que l'EFT, tout ce qu'ils disent, c'est mauvais. Je ne dis pas que Pascal Kernas, tout ce qu'il apporte sur la table, est mauvais. Mais ce qu'il faut, c'est que toutes les relations soient vraiment bien transparentes et expliquées à tout le monde. Dernier point, par rapport à la démocratie nationale
où on va avoir finalement des syndicats et des entrepreneurs qui sont vraiment bien, on va dire, représentés. Et ça, c'était le parti qu'on a depuis la Seconde Guerre mondiale. À Bruxelles, malheureusement, on est loin du compte. Et donc, il n'y a pas seulement un problème de transparence, il y a un problème de déséquilibre. Donc, plus ou moins 75% des intérêts à Bruxelles représentent des intérêts commerciaux. Alors, ce ne sont pas tous des multinationales, il y a aussi des petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas un bloc, on va dire, homogène. Mais le fait que de l'autre côté de la balance, il y a 5% de syndicats et 10% d'ONG, moi je pense que dans un vrai débat démocratique, il y a aussi ce problème-là. Et ça, c'est, à mon avis, au-delà de la transparence, un problème sur lequel nos dirigeants devront vraiment plancher dans les années à venir. Moi j'ai fini, et je passe. Le ministre de l'ESF, de Merci. Bonsoir. D'abord, merci d'être venu voir le film. Il est trop modeste, Mathieu, mais il a oublié de faire la publicité. Le film va aussi passer à la télévision sur la une lundi prochain. Bon, moi je voulais simplement dire quelques mots. D'abord que mon organisation, donc un lobby, est fier de l'être. Nous sommes enregistrés depuis le départ dès qu'il y a eu un registre sur la transparence. Pour avoir un badge au Parlement européen, il faut non seulement avoir son casier judiciaire vierge et le trouver, et en plus on doit avoir un certificat de bonne vie et mœurs. Ça me fait un peu marrer. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout, mais il faut quand même le faire. Et donc si la police vous a un rapport sur vous, tout le monde saura. Enfin, je reçois les deux. J'ai toujours essayé d'être le plus transparent possible, non seulement parce que moi j'ai aussi été sur les bancs d'université, j'ai aussi été enseignant, et j'ai toujours reçu les étudiants qui voulaient me recevoir et avoir des informations sur mon travail. Si vous voulez me poser des questions tout à l'heure, il n'y a aucun problème. J'ai aussi d'ailleurs été interrogé par Eric Undercover, Eric Assidu, pour qu'il fasse son travail. Et c'est très bien, j'ai rien à cacher. Il continue régulièrement à demander des informations sur les correspondances entre la Commission européenne et l'ESF. Donc, je me demande si un jour je ne devrais pas vous mettre directement sur ma mailing list, comme ça sera beaucoup plus rapide. En tout cas, nous on essaie d'être le plus transparent possible. Parce que je pense qu'il n'y a pas, pour nous, on n'a absolument rien à cacher, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai accepté de faire ce film, avec l'aval du monde, pour bien dire clairement qu'on fait partie du système. Les lobbies font partie du processus législatif depuis toujours, et vont continuer à le faire. Il faut la réglementer, oui, il faut plus de transparence, oui, et c'est tant mieux qu'on le fasse. Et ceux qui ne sont pas prêts à vouloir suivre les règles, effectivement, ne devraient pas être acceptés. Il y a plus de 5000 lobbies à Bruxelles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de business, mais il y a aussi les ONG, il y a aussi les syndicats. Le CEO a plus de membres de staff que moi j'ai dans l'ESF. Le budget des lobbies a explosé. Moi je devrais en avoir. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis la crise en 2008, les budgets ont très fortement réduit. On a du mal à survivre. On subit la crise comme tout autre business. Et j'ai un budget annuel de 200 à 250 000 euros par an. Combien ? 200 à 250 000 euros par an en fonction des années. Et d'ailleurs, ça fait partie de la transparence qu'il y a dans le registre. Quelques réactions, enfin, ce qui est dit aussi, moi je pense que tout ce que Amandine a dit, je peux y souscrire. Les centres de décision ne sont pas Schuman, certainement pas uniquement. D'abord, il faut pas oublier place luxe, parce que la codécision maintenant ça existe, et la très grande majorité des règles qui régissent le marché européen, le marché unique européen, et maintenant
sous la règle de la codécision qui a le Parlement européen et le Conseil qui décide, mais effectivement, il y a trop de décisions qui sont encore prises en secret entre Sarkozy et Merkel et autres. Et toutes les décisions qui ont été prises après la crise sur l'euro, vous devez savoir que ça n'a rien à voir dans l'Union européenne. Hein, tout ce qui se touche à l'euro, c'est 17 pays, c'est pas l'Union européenne. Donc l'Union européenne, tout le monde parle de l'euro, et l'Union européenne, c'est pas la même chose. Donc pour terminer, parce que je pense qu'il est plus intéressant que de poser des questions que je m'éternise, je veux simplement dire que moi, je crois à l'Europe. J'ai fait un doctorat en droit européen, j'ai toujours été convaincu et passionné par l'Europe. Et je passe maintenant beaucoup de mon temps en dehors de l'Europe et je peux vous dire que c'est un projet fantastique. Malheureusement, il n'y a plus suffisamment de gens qui y croient, que l'Europe est une force, mais surtout, le manque d'Europe sera une très grosse faiblesse. Et si vous voulez que cette région continue à faire quelques signes à travers le monde, et pour essayer de vendre nos démocraties, même si elle n'est pas bonne, pour essayer de vendre la paix, puisque c'est quand même la base de la création de l'Union européenne, et rien n'est acquis. Il faut toujours préserver les acquis. Il y a encore eu des guerres en Europe il n'y a pas si longtemps que ça, et le 1er juillet prochain, on va accueillir la Croatie. L'ancienne Yougoslavie était en guerre il y a encore 10 ans. Donc il y a encore des projets qui sont très importants. L'Europe est quelque chose de fantastique, mais il faut y croire, il faut la défendre. Et donc, quelles que soient nos idées, il faut pouvoir débattre. Et rien que ça, c'est la démocratie. Et cette démocratie-là, c'est l'Union européenne. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Emmanuel Foulon, qui est porte-parole du PS au Parlement européen. Bonsoir à tous. Donc je m'appelle Emmanuel Foulon, effectivement, je suis porte-parole au Parlement européen. Je suis très content d'être là parce qu'il y a 10 ans, effectivement, j'étais aussi dans cet auditoire, tout près de la porte de sortie, en fait, au cas où le cours s'éterniserait. Et c'est marrant de voir dans mon ancien auditoire un film qui parle un peu de mon travail et dans un endroit que je côtoie au quotidien, donc c'est quand même une grande émotion. Les lobbies. Les lobbies. J'ai entendu beaucoup de choses, un peu de tout. Je vais me faire un plaisir de monter ou démonter ce qui m'a plu ou ce qui ne m'a pas plu. Je vais essayer de ne pas être trop long, ce qui est très mauvais signe quand quelqu'un dit ça au départ, c'est qu'il va être long. Les lobbies, au départ, ce n'est pas un gros mot. C'est juste un groupe de pression. C'est-à-dire que tous les jours, on est face à des groupes de pression. On les croise dans la rue, on les croise dans notre quotidien. Vous êtes à l'ULB, à la deuxième moitié du mois de septembre, vous sortez de l'auditoire, il y a des gens qui arrivent avec des toges et des pennes, ce sont des comitards de baptême ou de cercle. Eux aussi, leur but, on pourrait dire que ce sont des lobbies, parce que leur but c'est de vous influencer, c'est de faire pression sur vous pour que vous fassiez le baptême. C'est exactement la même chose, sauf que là je ne vois aucun mal à ce qu'il y ait des groupes de pression, je ne vois aucun mal à ce qu'il y ait des groupes de réflexion, comme disait de manière totalement scandaleuse quelqu'un tout à l'heure dans le film. Le problème c'est que le mot lobby est devenu, c'est sali. Il a été sali d'une part par certains lobbyistes qui nous ont grugés, un peu comme un commissaire de baptême qui essaierait de vous convaincre de vous faire baptiser, et finalement il le fait sur des mauvais arguments ou il le fait avec des objectifs qui sont néfastes. Et puis aussi parce qu'un lobbyiste tout seul, ben, c'est juste un mec qui parle tout seul devant sa glace. Il doit lobbyer quelqu'un. Et si ce quelqu'un n'est pas intègre, effectivement il y a danger. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'instant à Bruxelles ? À Bruxelles, effectivement, on a fait passer des réglementations pour qu'il y ait un meilleur contrôle des lobbyistes. En 2011, on a créé le fameux répertoire des lobbyistes, où les lobbyistes doivent s'inscrire, ils doivent mettre leur nom, ils doivent mentionner combien d'argent ils injectent dans le lobby, ils doivent aussi dire quels sont les commissaires ou quels sont les députés qu'ils rencontrent pendant l'année. Super idée, je suis totalement d'accord, j'étais une des personnes qui a poussé ce projet. Sauf que sur le registre, il y a grosso modo 4500 noms, et on estime le nombre de lobbyistes individuellement à plus de 20 000 en Belgique, et à Bruxelles en particulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de 75% des gens, plus de 75% des lobbyistes qui n'y sont pas inscrits. Alors, si ça ne fait rien aux lobbyistes, comme je l'entends tous les jours, qui me disent « Moi je suis lobbyiste, j'ai aucun problème, je dirai toute la vérité », alors écris ton nom, alors dis-nous combien tu injectes d'argent, dis-nous ce que tu veux vraiment. Mais non, ça paraît visiblement impossible. Ce double discours que je vais vous révéler ici, enfin vous révéler, parce que vous en avez déjà entendu parler, mais que je vais souligner ici, c'est probablement la chose qui m'agace le plus. Par exemple, dans les
la vingtaine de milliers, pardon, les 17 500 noms qui manquent dans les lobbyistes, il n'y a personne de Monsanto. Certains ont déjà peut-être dû entendre parler de Monsanto, j'en parlerai après, mais c'est les OGM, c'est les fameuses personnes qui essaient de mettre des OGM partout dans notre nourriture. Pas que j'ai quelque chose pour ou contre les OGM, mais j'ai pour ou contre quelque chose contre l'opacité. Il s'avère qu'il est impossible d'avoir des rendez-vous avec Monsanto, il est impossible d'avoir accès à leur rapport, et quand on a accès à leur rapport, on a exactement ce qu'on a vu à l'écran tout à l'heure, c'est-à-dire des pages qui sont stiffées, mais qui sont stiffées en noir, pour qu'on ne puisse pas voir une ligne sur deux. Je ne vois pas non plus de traces dans cette liste de l'ILSI. L'ILSI, c'est de nouveau un groupe dont fait partie Monsanto et bien d'autres. Les plus gros lobbies agroalimentaires, finalement, ne se retrouvent pas dans ce registre national. Alors, concrètement, comment ça se passe au Parlement européen? Vous avez des lobbyistes qui sont des lobbyistes permanents. Honnêtement, j'ai quelquefois l'impression qu'ils habitent là. Parce que quand j'arrive le matin, ils sont là avant moi. Quand je pars le soir, ils sont toujours là. Qu'ils ont leur prise de GSM dans les colonnes ou dans les murs du couloir du Parlement, je vous promets que c'est vrai. Donc ces gens vivent au Parlement européen. Et puis on a ceux qui sont là en mission pendant des semaines, des mois, quelquefois même des années, parce que le processus européen n'est pas toujours très rapide. Ça peut prendre des semaines, des mois et des années. Et ces gens sont là pendant la phase d'écriture des textes, ils sont là pendant la phase des négociations, et ensuite pendant la phase des votes. Tout ça pour évidemment faire leur travail d'influence. Je vais prendre 3 exemples concrets. Le premier exemple, c'est ACTA. Et je suis bien placé pour en parler, parce que je fais partie des 10 personnes qui ont cru, il y a plus d'1 an, qu'ACTA, c'était mauvais. Je ne vous cache pas qu'on est passé vraiment pour des gros cons. On était 10, dont 8 parlementaires européens. On est vraiment passé pour des fous au Parlement européen. Tout le monde nous a dit, lobbyistes compris, vous vous montez la tête pour rien. Dans ces textes, il n'y a rien de vraiment embêtant. Comment ça s'est passé concrètement? Au départ, c'est un traité sur la contrefaçon. Vous allez tous me dire, mais c'est génial, un traité sur la contrefaçon. Et c'est vrai, c'est génial. On a besoin d'un traité sur la contrefaçon en Europe. Quand vous conduisez une voiture, par exemple, vous n'avez pas envie que les freins de votre voiture, ce soient des faux, et que finalement, dans une descente, vos freins lâchent parce que c'était un faux. La même chose, vous n'avez pas envie de prendre des médicaments qui sont des faux. Alors qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont des faux. Pour la petite histoire, 50% des médicaments, par exemple, vendus sur Internet, sont des faux. Vous n'avez pas envie d'avoir des faux dans votre quotidien. C'est évident. Donc, ACTA, au départ, c'est une super idée. Seulement, voilà, lors de l'écriture, ce qu'on soupçonne, c'est que les lobbies ont une grande partie de responsabilité dans cette écriture. On apprendra par la suite qu'en fait, la bande à Vivendi et bien d'autres succursales ont piloté ACTA. En fait, ils voulaient un accord contre la contrefaçon. C'est globalement les entreprises de cinéma américains qui ont mis ça sur la table pour qu'on arrête de pirater leurs films. Et finalement, d'autres grosses entreprises comme Sony et bien d'autres ont rajouté, ont injecté de l'argent pour qu'on puisse faire le lobby sur le texte initial. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas envie, par exemple, qu'on puisse télécharger des MP3 gratuits, qu'on puisse pas se les envoyer sur Internet. Et le texte est devenu de plus en plus pénal, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que demain, toi, tu envoies un MP3 par email à ton frère ou ta sœur ou à un de tes potes, dans le texte initial, tu étais punissable. Alors que pourtant, un 45 tours à l'époque, plus personne ne sait ce que c'est qu'un 45 tours, c'est un peu bête mon exemple, mais un 45 tours à l'époque, tu le faisais écouter à d'autres personnes, ça ne posait aucun problème. Et donc on s'est retrouvé sur un texte qui était hautement dangereux parce qu'il mettait en danger les libertés individuelles. On pouvait aller chercher dans tes emails ce qui pourrait potentiellement être de la contrefaçon. Donc imaginez, ça veut dire qu'on pouvait lire tous tes emails, on pouvait lire tout ce qu'il y avait sur ton disque dur, sur simple base de présomption. Sauf que, comme l'a dit Madame, j'ai oublié votre nom, je suis désolé, merci, tout à l'heure, les règles ont changé, il y a eu la codécision. C'est-à-dire que la Commission n'a plus été la seule à décider. On a décidé, au traité de Lisbonne de 2010, de mettre le Parlement dans l'histoire. Le Parlement, c'est-à-dire des parlementaires, des députés européens, c'est ceux pour qui vous votez tous les 5 ans. Et du coup, la Commission s'est retrouvée bien embêtée en se disant « ils ne vont jamais accepter un texte comme ça, eux, ils pouvaient le signer entre eux et faire le lobby au sein des États membres, et ce serait passé. Et ce serait passé. D'autres textes qui ressemblent un peu à ACTA sur d'autres domaines sont passés à l'époque. Le fait que le Parlement rentre dans la danse, ça change tout. Parce qu'il y a des gens qui vont lire le texte, des gens qui représentent les citoyens, ceux-là même, ces gens-là que vous avez élus, et ceux-là même pour qui il est plus important de respecter l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt de toutes les personnes, plutôt que l'intérêt particulier, c'est-à-dire l'intérêt de quelques personnes, en général les grosses entreprises.
Et du coup, ACTA est tombé, ACTA a fini à la poubelle. Donc voilà un bel exemple de ce que peut être le lobby et de ce que doit être la démocratie et les manières de contrôler le lobby. Un deuxième exemple, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est le lobby qui pèse le plus lourd. On parle de centaines de millions, voire de milliards d'euros. Nous sommes à la base d'une directive, à l'époque, qui expliquait qu'il fallait être le plus clair possible sur les étiquettes sur les produits alimentaires. Je ne vous cache pas que le jour où on a sorti la proposition de directive, donc directive c'est une réglementation européenne, pour le dire autrement, le jour où on a sorti cette proposition de directive, on a eu des coups de fil tous les jours. La première semaine, on a eu 80 demandes de rendez-vous de groupes agroalimentaires. Tous les jours, on a reçu des mails. Alors, je pourrais parler de l'exemple concret d'une marque italienne qui commence par N et qui finit par A, et qui fait le délice de nos petits déjeuners parce qu'on en tartine nos tartines, et sans vouloir balancer bien sûr, et qui ont été eux très sensibles à un problème, c'est qu'ils titraient leurs produits bidule machin truc, c'est le meilleur petit déjeuner pour vos enfants. Et nous, ça nous faisait assez mal, parce qu'une des conditions de notre directive, c'est d'arrêter de mentir au consommateur et de ne pas lui vendre des choses qui ne sont pas vraies. Arrêter de vendre, par exemple, des lessives qui sont vertes, juste parce qu'ils ont mis les pastilles vertes à l'intérieur. Quelque chose qui est vert, c'est censé être quelque chose qui est écologique. Et de nouveau, c'est un exemple concret, un exemple vrai. Ici, c'était pareil. On avait du mal à estimer que cette pâte à tartiner, je vais le dire, c'est Nutella. On avait du nez. On avait du mal à ce qu'ils nous racontent que c'était sain pour la santé de nos enfants, alors qu'on sait très bien que si on en donne 5 cuillerées tous les matins à nos enfants et qu'on voudrait qu'ils fassent du sport, un gamin qui veut faire de l'équitation et qui mange 5 cuillères de Nutella tous les matins va finir par tuer son cheval, tellement il sera lourd sur son cheval, et aura plus de chance à finir à faire du sumo. En plus, il y a l'huile de palme, et ça c'est encore un autre dossier. Donc on a demandé que ce genre de produit arrête d'utiliser des leitmotifs qui soient fallacieux ou en tout cas un peu malsains. On a eu des tentatives de cadeaux, on a eu plein de choses assez intéressantes. Ça n'a pas changé quoi que ce soit, parce que finalement la directive a été votée. Et de nouveau, c'est un exemple que les lobbies sont là et que les lobbies, tout le temps, dès qu'une décision sort, enfin dès qu'une décision est sur le point d'être prise, sont là pour montrer une influence. Troisième exemple, les Monsanto, je parle des OGM. Alors, je ne suis ni pour ni contre les OGM, je tiens à le dire dès le départ. Moi j'ai juste un problème, qui est le problème de pas mal de gens, c'est que je ne sais pas si les OGM c'est bon ou c'est mauvais. Pourquoi? Parce que quand une étude sort dans les médias, ou quand elle sort de manière générale, de manière publique, la première étude va nous dire les OGM c'est de la merde, ça va vous tuer, et l'étude suivante va nous dire les OGM c'est super, c'est pour régler la faim dans le monde. Alors à la Commission européenne, il y a ce qu'on peut appeler une succursale, c'est ce qui s'appelle l'EFSA, qui est un organisme en fait qui est censé, et qui le fait d'ailleurs je l'espère, contrôler la sécurité alimentaire. En gros, elle teste tout ce qu'il y a dans vos assiettes. Concernant les OGM, sur 100 demandes d'exploitation OGM qui ont été faites à l'EFSA, 100 ont été acceptées ces 10 dernières années. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a fait une grande diss ici, mais même lui aurait du mal à me dire qu'il fait 100%. J'en étais loin, mais qu'est-ce qu'il peut faire 100% dans une vie? Enfin, qu'est-ce qu'il peut faire 100%? Même en Nord-Corée, on n'est pas élu à 100%. Alors évidemment, dans ces demandes d'OGM, il devait en avoir des mauvaises. C'était inconcevable. Et puis on regarde qui compose le panel qui va juger si les demandes d'OGM sont bonnes ou pas. Et on constate que dans le panel d'OGM, il y a plus de la moitié des gens qui ont travaillé pour des lobbies pro-OGM ou qui ont travaillé pour l'agroalimentaire. Alors évidemment, c'est difficile d'être à la fois braconnier et garde champêtre, vous le reconnaîtrez. Et on en était à un tel point que Mme Banati, qui a depuis démissionné, était une ancienne directrice d'un lobby pro-OGM et qui a démissionné de l'EFSA pour contrôler la sécurité alimentaire et pour contrôler que les OGM que vous avez dans vos assiettes sont bons. Elle est partie de l'EFSA pour aller travailler maintenant pour l'ILSI qui produit les OGM et qui est le plus grand producteur d'OGM. Donc évidemment qu'il y a du lobby en interne, et évidemment il faut arrêter de nous faire croire qu'il n'y a pas
une collusion, ou en tout cas suffisamment d'ingrédients pour nous faire douter. Et je crois que le pire, c'est ça, c'est le doute qui s'installe dans nos têtes parce qu'on ne peut plus avoir confiance. Un dernier petit exemple, et ça va prendre 2 secondes. J'ai organisé personnellement une manifestation pour Sakineh. C'est la femme qui a failli se faire lapider il y a 2 ans, qui n'est pas lapidée mais qui est toujours en prison. Et les lobbies iraniens, du jour où Sakineh a été emprisonnée, étaient là du matin au soir et du soir au matin. Donc les lobbies, pour moi, ça, je suis en train de parler des lobbies négatifs. Les lobbies négatifs ne sont pas nécessairement des lobbies agroalimentaires, ça peut être des lobbies politiques, étatiques, religieux. Donc ce n'est pas nécessairement agroalimentaire, c'est ce que je veux dire. J'ai bientôt fini. Alors vous allez me dire, ok, mais Emmanuel Foulon, vous êtes profondément anti-lobby. Non, pas nécessairement, en fait. Pourquoi? Parce que, pour moi, qu'est-ce que doit être un lobby? Un lobby, ça doit être un vecteur d'information. Ils doivent faire la promotion de leurs idées, nous expliquer les avantages et les désavantages, pour nous, au Parlement, parlementaires, faire le meilleur travail possible. Je pense que n'importe qui ici va être d'accord avec moi, je l'espère, pour se rendre compte que c'est bien d'écouter de chacun écouter le point de vue de tout le monde, pour après se faire une idée, mais une idée qui ne sera pas une idée de l'autre, mais une idée qui sera notre propre idée. On vit ça aussi dans notre quotidien. Personne n'a envie d'être le clone d'une autre personnalité, on a chacun envie de se faire sa propre personnalité. Au niveau politique et au niveau législatif, c'est pareil. Mais donc les lobbies sont importants parce qu'ils sont une source d'information. L'autre chose qui manque, c'est qu'ils doivent travailler dans la transparence, pour éviter les abus, pour éviter les cadeaux. Pas de raison d'aller visiter, par exemple, un magasin Paris XL à Acapulco pour se rendre compte de la complexité du merchandising aux parfumeries. Je pense qu'il y a un Paris XL à la bourse, on peut le faire. C'est des choses qui se sont faites à l'époque. J'ai beaucoup parlé des lobbies, mais un lobbyiste tout seul, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, c'est quelqu'un qui parle avec lui-même. Il faut quelqu'un lobbyer, un député, un ministre, un chef d'entreprise, n'importe qui a une parcelle de pouvoir. Lui aussi, c'est sa responsabilité de rester intègre. En politique, pour moi, la règle est assez simple. On prépare en amont les dossiers, on écoute tout le monde, et ensuite on se fait son idée. Et contrairement à l'album d'Astérix, où c'est toujours les petits qui sont les meilleurs, il faut bien reconnaître que dans la vraie vie, les Romains aussi ont des bonnes idées. Et les Romains aussi ont fait avancer les choses. Et donc, les groupes agroalimentaires, quelquefois, défendent des bons intérêts. Quelquefois, ils ont des bonnes idées. Quelquefois, ils font avancer les choses. Et quelquefois, c'est les autres. Quelquefois, c'est dans le village gaulois que sont les bonnes idées. Il s'avère que la vérité, c'est qu'elle est toujours un peu entre les deux. Elle est toujours entre la Gaule et entre le nord de la Gaule et Rome. Et vous me direz que les moyens ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est vrai. Je pourrai en parler après. Je vais vraiment terminer là-dessus. Vous me direz que les moyens ne sont pas les mêmes. C'est vrai. Les moyens agroalimentaires sont énormes. Énormes. Monsieur là-bas me parlait de 200-250 000 euros. Alors j'entendais les gens qui riaient. J'ai souri aussi. C'est vrai, j'ai souri. Cependant, il ne fait pas partie des plus gros lobbies européens. J'ai presque envie de dire que son lobby fait partie des petits lobbies comparés à d'autres entreprises ou d'autres groupes qui mettent beaucoup plus d'argent sur la table pour influencer les décisions. Les groupes internationaux ont de l'argent, ils ont plus de gens, du coup ils sont plus là, ils sont plus présents, et donc fatalement ils vont mieux couvrir les informations, ils vont avoir un network, un réseau plus large. Mais cela n'a aucune importance si les interlocuteurs sont intègres. Pour ACTA, comme je vous l'ai dit, on était à peine 10. Et finalement, à 10, on s'est retrouvé des dizaines de milliers dans la rue. Et finalement, on a été plus de 600 à voter contre ce traité. Si les politiques et les décideurs prônent l'intérêt général dans ce qui se décide, je pense que tout ira bien. Parce que l'idée finale, c'est quoi? C'est qu'on doit être l'Europe de tous les citoyens et pas juste d'une minorité. Voilà, maintenant j'ai vraiment fini. Je vais maintenant passer la parole à Yorgos Vastalos, le dernier intervenant, qui est membre de CEO, corporate Europe. Merci beaucoup. Moi aussi, j'étais étudiant à Marseille, en Belgique, et je suis très content d'être ici. Je voudrais remercier les organisateurs de leur invitation et les féliciter aussi pour l'organisation impeccable, Mathieu pour le film, les autres intervenants pour les informations très intéressantes qu'ils ont données. Moi, je suis collègue à Olivier et à Eric qui apparaissent dans les films.
L'Observatoire de l'Europe des industriels est une organisation qui existe depuis 15 ans. On fait des recherches, on documente des cas d'influence de la législation européenne par les lobbies. Certains des exemples que M. Foulon a mentionnés, c'était nous qui en a dévoilé, en fait, ou qui en a contribué à dévoiler. Mais on ne fait pas ça juste pour le plaisir de l'information ou de la recherche. On fait ça pour faire la campagne pour plus de transparence. Ça, c'est un point, pour que les citoyens savent bien qu'est-ce qui se passe. Mais ça non plus, la transparence n'est pas non plus notre but final. C'est aussi de limiter l'influence des multinationales et le pouvoir de l'argent dans la vie politique. Parce qu'on trouve qu'il y en a trop. Alors, je vais commencer mon intervention avec une déclaration un peu provocatrice. C'est que je pense que c'est vraiment une question de vie et de mort aujourd'hui d'en finir avec l'Europe de M. Kernels, l'Europe des lobbies, l'Europe des multinationales. Et je vais expliquer pourquoi je pense que c'est une question de vie et de mort de finir avec cette Europe-là. Vous avez vu dans le film l'ex-commissaire, Léon Brittan, qui était, après il était industriel lui-même, à dire qu'on n'a pas, on a des lobbies de chimie, on a des lobbies d'industrie pour nous dire quoi faire, mais on n'a pas un lobby de services. Mais à l'époque d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de services qui étaient privatisés. Au fur et à mesure, on privatisait des services, et paf, il y a le lobby de M. Kernels qui a été créé, et lui disait, mais on a besoin de ces lobbies parce qu'il n'y a personne qui nous dit quoi faire au niveau des services. Mais les dernières 30 ans en Europe, on a fait exactement ce que les lobbies ont demandé. Maastricht, le marché unique, c'était le moteur de ça, c'était la table ronde des industriels. Notre monnaie, l'euro, la façon dans laquelle il était créé, et son architecture et son moyen de fonctionner, c'était promu par un groupe qui s'appelle Association for the Monetary Union of Europe, qui était un enfant de la table ronde des industriels, qui regroupait, la table ronde des industriels, c'était les 45, parmi les 45 plus grosses multinationales européennes. Les groupes de l'association monétaire, c'était un tiers des membres industriels et 2 tiers des banques. Et l'euro a été créé exactement comme il voulait, c'est-à-dire géré par une banque centrale qui, hors tout contrôle démocratique, il n'est soumise à aucun contrôle parlementaire, ni du Parlement européen, ni des parlements nationaux, et qu'elle a comme seule mission la stabilité des prix. Elle n'a pas comme mission la croissance, elle n'a pas comme mission couvrir les besoins des gens. Et l'euro n'est pas venu seul. L'euro est venu avec la dérégulation des marchés financiers. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est des choses qu'ils ont fait. Ils ont fait les crédits très bon marché. Alors ils ont dit, dès que l'euro a été créé, on nous dit, tous les pays de l'Europe, ils peuvent emprunter avec les taux d'intérêt de l'Allemagne. Alors, vous vous rendez compte comment il est devenu facile d'avoir du crédit. Et c'était une économie basée sur les crédits. Et basée sur un profit que les banques allaient faire en faisant du profit aux États, aux citoyens, aux entreprises. Alors, il disait que ça va être génial parce qu'on va avoir de la liquidité et ça va créer de l'emploi, etc. Ça ne s'est passé pas. Des emplois n'ont pas été créés. Et d'ailleurs, les multinationales que M. Kernels et la table ronde de Business Europe représentent, ils ne fournissent que 20% au mieux des emplois en Europe. Les grands moteurs des emplois, c'est le secteur public et les petites et moyennes entreprises. Alors cette fable avec laquelle il nous donne depuis 30 ans pour qu'on privatise, pour qu'on libéralise, c'est une fable, ça n'existe pas. Ils ne créent pas de l'emploi, ils créent des profits et c'est bien prouvé maintenant que ces profits-là, ils restent dans leurs poches. Ils ne descendent pas vers les citoyens. Alors, mais maintenant qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ils dominent la réponse de la crise qu'ils ont créée et ils disent que c'est notre faute, que c'est la faute des pensionnés, qu'ils avaient des pensions trop gonflées, les salaires étaient très hauts, il avait trop de services publics et c'est notre faute. On les a écoutés pendant 30 ans et maintenant la crise arrive parce qu'on ne les a pas écoutés suffisamment. Non, mais ce n'est pas comme ça.
Et les réponses qui en cause aujourd'hui, c'est des réponses qui sèment une misère incroyable dans toute l'Europe. Comme vous l'avez peut-être compris de mon accent, je suis grec. Ma famille habite là-bas, mes amis, beaucoup de mes amis habitent là-bas. C'est une crise humanitaire. Les mesures d'austérité que Business Europe, qui a créé le Forum européen des services et lobby, il propose en Grèce, en Espagne, ces mesures d'austérité, ils créent une crise humanitaire. Des choses qui ont été données jusqu'à hier, comme d'avoir de la nourriture pour tout le monde, ou plus ou moins, d'avoir accès à la santé, d'avoir accès à l'éducation, ne sont plus acquis. Et pourquoi tout ça? Pour payer les banques. Pour payer les banques, pourquoi? Parce qu'on a dérégulé les systèmes financiers. Et il y a mon collègue Eric Wesselius qui dit dans un moment dans le film, dans la démocratie, c'est une personne, une voix. Dans les lobbies, c'est $1, $2 ou €1 ou 100 € une voix. Alors, ce système informel qui fonctionne depuis quelque temps à Bruxelles, il va presque devenir formel. Prenons un exemple, l'union bancaire. Okay? Les États jusque-là, ils ont donné 4,5 milliards pour sauver les banques. Et maintenant, ils veulent créer l'union bancaire qui va entre autres être un mécanisme pour sauver les banques avec une intervention européenne. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer un mécanisme, le mécanisme européen de stabilité. Et là, à tout moment, ils pourront tirer de l'argent du contribuable. Je vous rappelle que 80% des impôts en Belgique, ça vient des travailleurs, ça ne vient pas des multinationales, parce que les multinationales, souvent, ils ne payent même pas 1% d'impôts. Ils vont tirer de l'argent du contribuable, et avec ça, ils vont sauver des banques. Et vous savez comment la décision va être prise? Elle va être prise dans un conseil d'administration où les votes des pays sont définis par leur capital. Alors, les décisions seront prises avec 85% majorité. L'Allemagne a 15% du capital. Alors, l'Allemagne aura un droit de veto. Alors, dans ces conditions, ils vont définir quel pays sera sauvé et quelle banque sera sauvée. C'est ça la démocratie qu'on est en train de construire aujourd'hui. Et je ne suis pas d'accord avec Madame Crespi sur le fait que le rôle du lobby à Bruxelles, c'est exactement le même comme aux pays membres. Parce qu'il y a une différence. Dans les pays membres, on fait des élections, il y a un Parlement et le gouvernement doit avoir la vote de confiance du Parlement. Dans l'Union européenne, il n'y a qu'un seul des trois institutions principaux qui est élu, le Parlement, et qui est élu avec 40% des électeurs et sur des 27 agendas différents. Alors c'est aussi un Parlement bizarre, sans opposition et majorité, mais c'est un des trois. La Commission, c'est un groupe qui est, c'est une institution duquel le leadership est nommé dans des processus qui ne se passent pas en public. C'est des négociations secrètes à la base. Comme beaucoup de votes du Conseil européen. Nos gouvernements, ils peuvent venir nous raconter des salades, on était contre ça, mais on était tout seul, tous les autres, ils étaient pour. Mais en réalité, dans beaucoup de cas, on n'a aucune idée qu'est-ce qu'ils ont voté. Alors, la question d'équilibre. Mathieu l'a dit déjà, 60-70% des lobbyistes à Bruxelles représentent des intérêts économiques et surtout la grande majorité des grandes sociétés multinationales. Et les syndicats sont moins que 1%. Pour chaque 60 représentants de multinationales, il y a un syndicaliste. Alors, je ne sais pas objectivement quelle capacité il a de vraiment influencer quoi que ce soit. Et les lobbyistes, beaucoup de fois, les lobbies, ils vont dire, mais nous, on représente nos travailleurs, on emploie 50 millions de gens dans le monde, on les représente. Non. Non. Ils ne représentent pas les travailleurs. Ils exploitent les travailleurs pour faire du profit. Mais ce n'est pas eux qui représentent ces gens-là. Ils représentent les actionnaires. Ils représentent les multimillionnaires. C'est eux qui les représentent. Alors, ça ne sert à rien à utiliser le nom des gens qu'on emploie pour dire que
qui représentent une grosse partie de la population. Et les lobbyistes aujourd'hui sont partout. C'est la première fois depuis la démission de la commission Santer, tout entière, en 99, si je ne me trompe pas. C'est la première fois qu'il y a un commissaire qui a démissionné. Et démissionné, il paraît entre guillemets, parce qu'en réalité, c'était plutôt le président de la commission qui l'a insisté pour qu'il démissionne. Mais on n'a aucune idée pourquoi ce commissaire il a démissionné. Il y a une histoire avec les lobbies du tabac. Il y a quelqu'un qui a accusé, qui demandait 60 000 euros, si je ne me trompe pas, pour arranger une réunion entre le commissaire et un lobby de tabac. Mais on ne sait pas trop. Ils disent que le commissaire il était au courant, alors c'est pour ça qu'on le démissionne, parce qu'il était au courant, il n'a pas arrêté ça. Mais on avait beaucoup de cas comme ça dans le passé. On avait des conseillers spéciaux des commissaires qui avaient des boîtes de consultance. Alors ils avaient des clients, des sociétés comme clients, et pour attirer des clients, ils disaient « moi je suis conseillère du commissaire, alors si vous m'embauchez, je peux quand même influencer les commissaires ». Et quand on a eu des situations comme ça que nous on a dévoilées, c'était les conseillères qui ont été virées, pas les commissaires. Alors là, depuis un mois, depuis, peut-être j'exagère, depuis quelques semaines, ils ne nous disent pas qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Alors, il y a un énorme problème de transparence. Et on sait bien que les lobbyistes, ils écrivent une grande partie des amendements parlementaires qui sont déposés au Parlement, et qui est surtout la fonction du Parlement européen, de faire des amendements sur des propositions de la Commission. On a eu l'année dernière 3 députés qui ont reçu des pots de vin en échange de déposer des amendements. Et ils sont sous enquête législative dans leur pays. Mais on a encore aujourd'hui des députés qui ont des deuxième emploi. Comme Jean-Luc Dehaene, qui était député, mais qui était aussi chez Dexia et chez InBev, qui était actionnaire. Et il votait pour la régulation bancaire, mais il était aussi actionnaire chez Dexia, où on a un député maltais qui est actionnaire chez HSBC. Et il vote des textes sur la régulation des banques. Et normalement, après le scandale, on a contribué beaucoup à faire passer un code de conduite au Parlement qui interdit les conflits d'intérêts. Mais on n'est pas encore là pour vraiment imposer ce code de conduite. Et même les premiers brouillons des textes législatifs sont écrits dans des groupes d'experts. On a publié ça sur DG Entreprises et Industrie. C'est DG spécifique, par exemple, pour fabriquer des lois. Il y a 450 experts des multinationales qui donnent les conseils, et il y a seulement 200 de tous les autres intérêts ensemble. Alors, universitaires, syndicalistes, ONG, petites et moyennes entreprises, tous ces gens sont 200, mais les entreprises, 450. Alors, on voit qu'il y a un déséquilibre structurel, et que même les institutions, ils ont envie de parler plutôt aux multinationales. Alors, nous, comme organisation, on participe dans une grosse plateforme avec des organisations qui s'appelle AlterEU, Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation, et on met en avant des propositions très concrètes à comment réguler cette situation et la rendre plus transparente. Un registre obligatoire des lobbyistes, une publicité de toutes les réunions que les députés et le commissaire ont avec les lobbies, comme ça le scandale d'Ali n'arriverait pas. Un équilibre dans les groupes d'experts et une transparence des travaux de ces groupes d'experts, et une interdiction de passer des institutions directement au lobby. Ce qui est le cas très souvent. 6 parmi les 12 commissaires qui ont quitté la dernière commission, ils ont pris un travail dans les lobbies. Alors on veut mettre un limite de 3 ans, donc il y a pendant 3 ans, il faut laisser passer 3 ans pour prendre un boulot à l'autre côté. Mais ça ne suffit pas. On va continuer à faire la pression pour ces points de transparence. Et bien sûr, on n'est pas contre les lobbies dans le sens qu'on va interdire à personne les droits de parole. Bien sûr, tout le monde a le droit de parler, de faire les points politiques, etc. Mais ce n'est pas suffisant de faire de la transparence. Et je pense vraiment qu'il faut
arrêter cette course néolibérale qui est promue par les lobbies en Europe. Il faut arrêter l'austérité, parce que l'austérité, on a parlé d'acquis tout à l'heure, les acquis sociaux, qui les pensent? Il y a une décision du Conseil de l'Europe qui dit que le charte sociale européen est violé par les mesures d'austérité en Grèce. Et ça va être le cas dans d'autres pays bientôt. Et même le commissaire Olli Rehn, il a été demandé, est-ce que vous allez prolonger les heures de travail à 72 en Grèce, faire travailler les gens aussi un samedi? Est-ce que ça c'est en conformité avec les lois sur le temps de travail? Et il a dit, j'en sais pas trop, oui peut-être que c'est un peu limite, mais encore il disait on va le faire quand même. Alors c'est vraiment capital de faire un maximum